Ils ont dit que vous aviez besoin de conduites de gaz, de pompes à chaleur coûteuses ou d'une installation solaire de 40 000 dollars juste pour rester au chaud en hiver. Mais en ce moment même, quelque part dans la campagne finlandaise, un agriculteur dort pendant un blizzard avec une facture de chauffage de zéro. Parce qu'il y a 3 ans, il a rempli un silo en acier avec du sable, y a fait passer des tuyaux et l'a connecté à sa maison. Ses voisins pensaient qu'il avait perdu la tête. Sa compagnie d'énergie pensait que c'était une blague. Sa facture de chauffage en février dernier? Zéro. Et voici ce qui rend cette histoire dangereuse pour les personnes qui vous vendent du gaz. Ce système coûte 300 dollars à construire, utilise des matériaux que vous pouvez acheter dans n'importe quelle quincaillerie, et une fois qu'il est chargé, il conserve la chaleur pendant des semaines sans un seul watt d'électricité. Restez avec moi car à la fin de cette vidéo, vous aurez une compréhension complète, étape par étape, de la façon de construire cela vous-même et de la raison pour laquelle la communauté de la survie les installe discrètement depuis la dernière décennie, pendant que le reste du monde a continué à payer des factures de gaz. Avant d'entrer dans la construction, parlons de ce que c'est réellement car il y a beaucoup de confusion en ligne. Une batterie à sable n'est pas une batterie au sens électrique, elle ne stocke pas d'électricité. Ce qu'elle stocke, c'est de l'énergie thermique, de la chaleur pure, en utilisant le sable comme moyen de stockage. Le concept est enraciné dans ce que l'on appelle la capacité thermique massique. Chaque matériau sur Terre a une certaine capacité à absorber et à retenir la chaleur. L'eau retient bien la chaleur, le béton retient la chaleur. Mais le sable, en particulier le sable sec à grains fins, retient exceptionnellement bien la chaleur et peut être chargé à des températures extrêmement élevées. Et contrairement à l'eau, il ne bout pas, ne s'évapore pas et ne corrode pas vos tuyaux. Le sable sec a une capacité thermique massique d'environ 830 joules par kilogramme par degré Celsius. Cela signifie qu'un kilogramme de sable élevé de 100 degrés contient 83 000 joules d'énergie. Maintenant, mettez cela à l'échelle. Un silo à sable contenant une tonne métrique de sable, soit 1000 kg, élevé à 500 degrés Celsius, stocke environ 415 mégajoules d'énergie thermique. Pour mettre cela en perspective, la maison américaine moyenne utilise environ 50 mégajoules d'énergie de chauffage par jour en hiver. Une tonne de sable chaud pourrait théoriquement chauffer votre maison pendant plus de 8 jours, sans aucun apport d'énergie supplémentaire. L'entreprise finlandaise Polar Night Energy en a construit une version commerciale. Un silo en acier de 4 mètres de large et 7 mètres de haut, contenant 100 tonnes de sable, chargé à 500 à 600 degrés, en utilisant l'excédent d'énergie éolienne et solaire. Il chauffe un quartier entier. Nous ne construisons pas cela, nous construisons la version pour propriété familiale, plus petite, moins chère et complètement réalisable en un week-end. Mais la physique est identique. Maintenant, avant d'aller plus loin, je veux aborder certains commentaires que nous avons reçus car quelques-uns méritent d'être pris au sérieux. Un spectateur a écrit « Je suis Amish, c'est complètement faux. Et je veux être juste ici, car la communauté Amish a plus de connaissances pratiques en construction que la plupart des ingénieurs que j'ai jamais rencontrés. Ils construisent avec des matériaux, ils comprennent la chaleur, l'isolation, la maçonnerie et les systèmes passifs à un niveau que la plupart des spectateurs de YouTube n'atteindront jamais. Donc, quand quelqu'un avec ce bagage s'y oppose, je ne le rejette pas, je creuse la question. Voici ce que je pense qu'il se passe. La tradition de chauffage Amish repose fortement sur les poêles à bois, les poêles de masse en maçonnerie et les systèmes de plancher radiant. Ce sont des technologies anciennes, éprouvées, et elles fonctionnent. Personne ne dit le contraire. Ce que nous disons, c'est que la batterie à sable est un système complémentaire, pas un remplacement pour tout ce que vous savez déjà. Et voici la chose. Le poêle de masse en maçonnerie que de nombreuses communautés Amish utilisent fonctionne sur un principe presque identique à la batterie à sable. Vous brûlez du bois intensément pendant une courte période. La masse dense de maçonnerie absorbe une chaleur énorme et cette masse rayonne de la chaleur pendant 12 à 24 heures après que le feu est éteint. Batterie à sable, même idée, plus grande échelle, méthode de charge différente. Donc, à ce spectateur, je respecte votre tradition. Et je dirais que la batterie à sable est quelque chose que votre communauté pourrait en fait comprendre mieux que la plupart, car vous vivez déjà ce principe chaque jour. Un autre commentateur a écrit, et celui-ci m'a fait rire. Avez-vous tapé cela avec des bâtons de bois attachés à des ficelles comme un chariot élévateur Amish ? Écoutez,
Internet est Internet, mais ce commentaire soulève une question sous-jacente juste. Pour qui est-ce réellement pratique? Et la réponse honnête est les personnes avec un terrain, un atelier et une volonté de faire un travail physique. Si vous vivez dans un appartement en ville, cette vidéo n'est pas pour vous. Mais si vous avez une propriété familiale, une cabane, une propriété rurale, ou si vous construisez hors réseau, c'est l'un des projets les plus avantageux que vous puissiez entreprendre. Le troisième commentaire disait « Quote incorrect, la plupart des engrais azotés synthétiques sont fabriqués en utilisant le procédé Haber-Bosch qui nécessite du gaz naturel comme source d'hydrogène. C'est un fait réel et il n'est pas contesté. Mais voici pourquoi ce n'est pas pertinent pour cette vidéo. Nous ne parlons pas d'engrais, nous parlons de stockage d'énergie thermique en utilisant du sable. Aucun pétrole n'est requis, aucun processus chimique, juste de la physique. Ce commentaire était destiné à une autre vidéo, mais c'est un bon rappel, remettez tout en question. Et quand quelqu'un vous dit que quelque chose est gratuit, comprenez quels intrants sont réellement requis. Pour la batterie à sable, les intrants sont l'énergie solaire, la chaleur au feu de bois ou toute source de chaleur que vous possédez déjà. Une fois la structure construite, la charge est gratuite si votre source de chaleur est gratuite. C'est l'affirmation. Prouvons-le en construisant une. Voici tout ce dont vous avez besoin. Je vais d'abord vous donner la liste complète, puis vous guider à travers chaque étape en détail. 1. Un fût ou un silo en acier. La taille minimale exploitable pour un stockage de chaleur significatif est un fût en acier de 55 gallons. Pour un système de chauffage domestique sérieux, vous voulez un réservoir en acier vertical de 250 à 500 gallons. Les réservoirs de propane usagés fonctionnent bien s'ils ont été correctement purgés et nettoyés. Les nouveaux réservoirs en acier verticaux de 250 gallons coûtent de 150 à 250 $ selon votre région. 2. Du sable sec à grains fins, pas du sable de construction avec de l'humidité, pas du sable de plage avec du sel. Vous voulez du sable de silice séché au four, disponible en sac dans n'importe quelle quincaillerie ou en vrac chez un fournisseur d'aménagement paysager. Pour un réservoir de 250 gallons, prévoyez un budget pour environ 800 à 900 kg, soit approximativement 25 à 30 sacs de 30 kg de sable de silice. Coût 40 à 70 $. 3. Un tuyau en acier pour votre serpentin d'échangeur de chaleur. C'est le cœur du système. Utilisez un tuyau en acier noir de nomenclature 40 d'un demi-pouce ou de 3/4 de pouce de diamètre. Vous aurez besoin de 20 à 30 pieds pour un serpentin de base. Coût 30 à 50 $. 4. Des raccords de tuyauterie et des accouplements haute température conçus pour plus de 300 degrés Celsius. Pas de PVC, pas de plastique. Uniquement des raccords filetés en acier d'un bout à l'autre. Coût 20 à 30 $. 5. Une couverture isolante en fibre céramique pour l'extérieur. Minimum 4 pouces d'épaisseur. Coût 40 à 60 $. 6. Un revêtement en tôle galvanisée de calibre 26 pour l'enveloppe extérieure. Coût 20 à 30 $. 7. Une connexion de source de chaleur que nous couvrirons en détail sous peu. 8. Une tuyauterie de sortie vers votre système de distribution de chauffage domestique. Coût total des matériaux, 250 à 310 $. Les outils dont vous aurez besoin. Une meuleuse d'angle, un poste à souder MIG ou à l'arc, un jeu de clés serre-tubes, une perceuse avec des forets à métaux, une cintreuse de tubes et un équipement de sécurité complet comprenant des gants, des lunettes de protection et un respirateur N95. Maintenant, parlons du choix de l'emplacement, car l'endroit où vous placez ce système compte autant que la façon dont vous le construisez. La batterie à sable génère une chaleur importante et ne doit jamais être installée à l'intérieur de votre espace de vie sans une séparation coupe-feu appropriée. Pour la version pour propriété familiale, vous avez 3 options. L'option 1 est l'installation dans une dépendance. Vous construisez la batterie à sable à l'intérieur d'un petit cabanon ou d'un atelier adjacent à votre maison, puis vous faites passer des tuyaux isolés sous terre pour la connecter à votre système de chauffage domestique. C'est la configuration la plus courante. Le cabanon protège le système des intempéries, le garde accessible et le parcours des tuyaux est généralement de 10 à 40 pieds. L'option 2 est l'installation enterrée.
Vous enterrez le réservoir dans le sol, ce qui vous donne une isolation naturelle de la terre et élimine l'exposition aux intempéries. Le compromis est que l'entretien nécessite une excavation. Pour les climats très froids, où vous voulez une rétention de chaleur maximale à long terme, l'enfouissement est souvent le meilleur choix. L'option 3 est une buanderie attenante avec des murs en béton ou en maçonnerie et une séparation coupe-feu. Le dégagement minimum de tous les combustibles est de 24 pouces de chaque côté. Pour la plupart des personnes qui regardent, l'option 1 est la plus rapide et la plus pratique. Construisez un simple cabanon de 8 par 10 pieds avec un sol en dalle de béton. Placez le réservoir sur la dalle et connectez-le avec un tuyau souterrain isolé. Un point critique sur les fondations, le réservoir rempli de sable est lourd. Un réservoir de 250 gallons avec 900 kg de sable pèse plus d'une tonne. Vous avez besoin d'une dalle en béton armé d'au moins 4 pouces d'épaisseur. Coulez-la d'abord. Laissez-la durcir pendant au moins 7 jours avant de placer le réservoir. Pour les parcours de tuyaux souterrains, creusez votre tranchée à au moins 18 pouces de profondeur sous la ligne de gel et utilisez un manchon de tuyau pré-isolé avant de remblayer. Passons maintenant à la partie la plus technique de la construction, le serpentin de l'échangeur de chaleur. Le serpentin est le système de tuyaux qui traverse le sable. Il fait deux choses. Il apporte la chaleur de votre source de charge et extrait la chaleur vers votre maison lorsque vous en avez besoin. Vous pouvez construire un seul serpentin remplissant les deux fonctions ou un système à double serpentin avec des circuits d'entrée et de sortie séparés. Pour un système à l'échelle domestique, un seul serpentin est plus simple et fonctionne très bien. Étape 1. Calculez la longueur de votre serpentin. Pour un réservoir de 250 gallons, 25 à 30 pieds de tuyaux d'un demi-pouce est le minimum. 40 pieds, c'est mieux si votre réservoir le permet. Plus de surface de tuyaux signifie une charge plus rapide et une extraction de chaleur plus rapide. Étape 2. Cintrez votre serpentin. Utilisez une cintreuse de tube avec un rayon d'axe central de 6 à 8 pouces pour créer un serpentin hélicoïdal s'insérant à l'intérieur de votre réservoir avec un dégagement de 2 à 3 pouces de la paroi du réservoir de tous les côtés. Le serpentin s'étend verticalement sur toute la hauteur du réservoir avec l'entrée en bas et la sortie en haut. Si vous n'avez pas de cintreuse de tube, des tuyaux en acier pré-enroulés sont disponibles auprès de fournisseurs industriels où vous pouvez utiliser des sections droites avec des raccords coudés. Moins élégant, mais fonctionnellement équivalent. Étape 3. Pré-soudez vos pénétrations de tuyaux. Avant que le serpentin n'entre dans le réservoir, soudez les points d'entrée et de sortie où les tuyaux traversent la paroi du réservoir. Utilisez un mamelon de tuyaux soudé au ras de l'extérieur du réservoir et un coupleur fileté à l'extérieur. Ces soudures doivent être hermétiques et conçues pour les hautes températures. Faites-les inspecter par un soudeur qualifié avant de continuer. Étape 4. Testez les fuites. Bouchez une extrémité, mettez sous pression avec de l'air comprimé à 50 psi et brossez de l'eau savonneuse sur chaque joint. Pas de bulle signifie pas de fuite. Cette étape est non négociable. Un serpentin qui fuit à l'intérieur d'un réservoir de sable scellé est une réparation coûteuse et difficile une fois le sable en place. Étape 5. Positionnez le serpentin. Descendez-le soigneusement dans le réservoir en vous assurant qu'il reste centré et n'entre pas en contact avec la paroi du réservoir. Utilisez des attaches en fil de fer pour le suspendre à une barre transversale en haut si nécessaire. Contact maximal avec le sable, espace d'air minimaux, c'est le but. Maintenant, remplissez le réservoir de sable. Et il y a 2 règles que vous ne pouvez pas enfreindre. Règle 1. Le sable doit être complètement sec. L'humidité à la température de fonctionnement se transforme en vapeur et crée de la pression à l'intérieur du récipient. L'humidité accélère également la corrosion de votre serpentin de tuyau de l'intérieur vers l'extérieur. Utilisez uniquement du sable de silice séché au four. Si vous avez le moindre doute sur la teneur en humidité, étalez le sable sur une bâche en plein soleil pendant une journée entière avant le chargement. Règle 2. Remplissez lentement et tassez continuellement. Versez en couches de 6 pouces. Après chaque couche,
Utilisez une tige en acier ou une plaque vibrante pour tasser le sable uniformément autour du serpentin. Les poches d'air autour du tuyau réduisent considérablement l'efficacité du transfert de chaleur. Un remplissage bien tassé semble nettement plus dense et le serpentin de tuyau semble fermement encastré lorsqu'on appuie dessus. Remplissez jusqu'à 6 pouces du haut du réservoir. Cet espace d'air permet l'expansion thermique et vous donne un accès pour l'inspection. Placez un couvercle en plaque d'acier boulonné sur le dessus et scellez les bords avec du silicone haute température conçu pour 500 degrés Celsius ou plus. Maintenant, isolez l'extérieur, car sans isolation, votre batterie à sable perd sa chaleur dans l'air environnant en quelques heures au lieu de quelques jours. La couche 1 est une couverture en fibre céramique, pas de la fibre de verre de quincaillerie. Une couverture en fibre céramique conçue pour le revêtement de fours et les applications de chaleur industrielle. Capable de supporter jusqu'à 1260 degrés Celsius. Minimum 4 pouces enroulés autour de tout le réservoir, les côtés, le dessus et le dessous. Le dessous est important. Le béton conduit la chaleur loin de la base en continu. Placez un panneau en fibre céramique de 2 pouces sous le réservoir avant de le poser sur la dalle. Enveloppez les côtés en sections superposées fixées avec un adhésif haute température ou des attaches en fil d'acier inoxydable. Portez des gants et un respirateur N95. La fibre céramique irrite la peau et les poumons. La couche 2 est un revêtement en tôle. Enveloppez l'extérieur avec de la tôle galvanisée de calibre 26, fixée avec des vis à tôle et scellée au niveau de la couture supérieure avec du silicone haute température. Cela protège l'isolation des dommages physiques, de l'humidité et des rongeurs. La couche 3 est l'isolation des tuyaux sur chaque ligne de connexion. Chaque pouce de tuyau non isolé entre votre réservoir et votre maison perd votre chaleur stockée dans l'air. Utilisez des tuyaux pré-isolés pour les parcours souterrains et un revêtement de tuyaux en mousse haute température pour toutes les sections intérieures exposées. Une mauvaise isolation des tuyaux est la raison la plus courante pour laquelle les systèmes de bricolage sous-performent. Ne sautez pas cette étape. Maintenant, connectez le système à votre maison. Et la méthode dépend du système de distribution que vous possédez déjà. Si votre maison a des boucles de plancher radiant, c'est la connexion idéale. Faites passer le tuyau de sortie de votre batterie à sable vers un échangeur de chaleur à plaques en acier inoxydable. Cela transfère l'énergie thermique de votre circuit de batterie au fluide de votre boucle de plancher sans mélanger les deux. Installez une petite pompe de circulation à courant continu de 12 volts de chaque côté. La pompe côté batterie tire le fluide chaud à travers le serpentin et le pousse à travers l'échangeur. La pompe côté plancher fait circuler le fluide du plancher à travers l'échangeur et vers vos boucles. Ces pompes de 12 volts peuvent fonctionner à partir d'un petit panneau solaire, ce qui signifie que votre système de distribution de chaleur fonctionne complètement hors réseau une fois la batterie chargée. Si vous avez des plaintes chauffantes à eau chaude, la configuration est identique. Même échangeur de chaleur, même configuration à double pompe. La boucle de la batterie chauffe l'échangeur chauffe la boucle des plaintes chauffe vos pièces. Si votre maison utilise de l'air pulsé, installez un échangeur de chaleur air-eau à l'intérieur de votre appareil de traitement d'air. Le fluide chaud de la batterie à sable y circule et votre ventilateur existant pousse l'air de la pièce à travers. Légèrement moins efficace que l'hydronique mais fonctionne avec l'infrastructure existante. Quelle que soit la connexion que vous utilisez, installez un aquastat, un capteur de température avec un commutateur à relais sur le tuyau de sortie de votre batterie à sable. Réglez-le pour activer vos pompes de circulation uniquement lorsque la sortie de la batterie dépasse votre température utile minimale. 60 degrés Celsius pour un plancher radiant, 70 degrés pour des plaintes. Cela empêche le fluide froid d'être aspiré dans votre système de distribution lorsque la batterie est faible. Maintenant, parlons de la façon dont vous chargez réellement la batterie. La méthode de charge 1 est le solaire thermique. Des capteurs à tube sous vide chauffent un mélange d'eau et de glycol et le pompent à travers le serpentin de votre batterie à sable. Lors d'une belle journée ensoleillée, les capteurs à tube sous vide produisent des températures de fluide de 150 à 200 degrés Celsius. Un panneau de base de 20 tubes coûte de 200 à 400 $ et produit 2 à 4 kW de puissance thermique au pic d'ensoleillement.
Chargez agressivement tout au long de l'été et le sable conserve cette chaleur bien en automne et au début de l'hiver s'il est correctement isolé. La méthode de charge 2 est l'intégration d'un poêle de masse à roquette. Un poêle de masse à roquette brûle du bois à 1000 degrés Celsius ou plus avec une combustion presque complète et très peu de fumée. Acheminez les gaz d'échappement à travers le serpentin de votre batterie à sable avant qu'ils ne sortent du conduit et vous capturez une part importante de cette chaleur et la déposez directement dans la masse de sable. Vous brûlez une petite quantité de bois intensément, le sable absorbe la chaleur et la rayonne lentement pendant des jours. Cette combinaison est extrêmement efficace et ne fonctionne qu'avec du bois que vous coupez vous-même. La méthode de charge 3 est l'excédent d'électricité solaire photovoltaïque. Si vos panneaux solaires produisent plus d'énergie que vous n'en utilisez, convertissez ce surplus en chaleur à l'aide d'un élément thermoplongeur intégré dans le sable ou dans un tuyau rempli d'huile qui le traverse. Le chauffage résistif convertit l'électricité en chaleur à une efficacité de 100%. La méthode de charge la plus simple à installer nécessite seulement que vos panneaux produisent un surplus. En pratique, la plupart des propriétaires de fermes familiales chargent la batterie 2 à 3 fois par semaine en hiver en utilisant n'importe quelle combinaison de sources dont ils disposent. Maintenez la masse de sable au-dessus de 100 degrés Celsius en tout temps et l'efficacité d'extraction reste élevée. Maintenant les chiffres, car c'est là que les gens sont soit inspirés, soit déçus. Et les deux réactions peuvent être fausses sans comprendre l'enveloppe de performance réaliste. Une batterie à sable de 250 gallons remplie de 900 kg de sable de silice chargée à 200 degrés Celsius stocke environ 134 mégajoules d'énergie thermique. La petite maison moyenne bien isolée dans un climat froid utilise 30 à 50 mégajoules par jour en hiver. Cela signifie qu'une charge complète couvre 2,7 à 4,5 jours de chauffage pour une petite maison bien isolée. Chargez-la tous les 3 jours et vous maintenez une couverture constante tout l'hiver. Pour une maison plus grande et mal isolée, les chiffres sont moins favorables. Ce n'est pas un système miracle qui chauffe une maison pleine de courant d'air gratuitement. C'est un système de stockage thermique basé sur la physique qui récompense les structures étanches et bien scellées. Et cela soulève la variable la plus importante de toutes, l'enveloppe de votre bâtiment. Chaque dollar que vous dépensez en isolation et en étanchéité à l'air multiplie le rendement effectif de votre batterie à sable. Réduisez votre demande de chauffage quotidienne de 50 mégajoules à 25 grâce à une meilleure isolation et votre batterie à sable couvre soudainement 2 fois plus de jours par charge. La batterie à sable et l'enveloppe isolée sont des partenaires. Construisez les deux et vous avez un système véritablement puissant. En ce qui concerne l'entretien, c'est l'un des plus grands avantages de la batterie à sable par rapport au système de chauffage conventionnel. Pas de brûleur, pas de corrosion due à la combustion, pas de conduite de carburant, pas de récipient sous pression en charge dans la masse de sable. Vérifiez le serpentin de tuyau annuellement avant chaque hiver. Isolez la boucle de la batterie. Mettez le serpentin sous pression à 30 psi avec de l'air comprimé et surveillez la chute de pression pendant 30 minutes. Une pression stable signifie aucune fuite. Toute baisse nécessite une enquête avant de devenir une fuite enterrée.